Chers auditeurs, bonjour. Une présentation de ce 4e web magazine de Senior Autonomie et du défi autonomie. Je vais laisser le président Maurice Renat tout à l'heure vous donner des indications sur le contenu de ce défi autonomie. Moi, je voudrais seulement vous donner quelques précisions sur le magazine que vous allez voir. On va parler de la déambulation des seniors et des précautions qu'il faut prendre. Nous allons faire un retour sur les défis d'or. C'est notre fil conducteur puisque nous allons essayer de primer les innovations lors du 15e défi autonomie. Et puis, nous aurons derrière quelques éléments sur la composition du 15e défi autonomie. La parole maintenant est au président Maurice Renat pour nous préciser justement vers quelle destination nous entraîne la progression vers le 15e défi autonomie. Bien, comme l'a dit Alain, je vais simplement faire un peu le point de notre avancée. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de construction de ce 15e défi, qui, je le rappelle, se tiendra le 8 et le 9 novembre 2021. Nous espérons en présentiel, mais aussi à distance. Et aujourd'hui, nous allons vous annoncer quels seront les titres et les thèmes de ce colloque. Le titre sera un titre qui me paraît très porteur, « Agir toujours, espérer encore ». Ensuite, ce colloque aura un certain nombre de thématiques. La dignité des seniors est-elle en danger? Rester chez soi une priorité? Métier du grand âge, quelle reconnaissance? Vous remarquerez qu'on est bien là dans tous les thèmes de discussion qu'on entend tous les jours autour de nous. Et nous terminerons ce colloque par une conférence grand public sur le thème de la longévité. Aujourd'hui, j'en dirai pas plus pour préparer le prochain numéro. Et le comité technique et le conseil d'administration sont à pied d'œuvre. Et dans le prochain numéro, nous informerons de l'avancée des travaux en cours. Alors, à très bientôt et au plus tard, le 8 et le 9 novembre. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui avec le comité technique pour pouvoir commencer à approfondir, à travailler sur le programme de défi autonomie qui se tiendra les 8 et 9 novembre prochains à Saint-Étienne. Le conseil d'administration a arrêté quelques grandes orientations et avec les différents experts, nous allons élaborer les invitations, le contenu un peu précis des différents plateaux de façon à finaliser le programme. Le principal intérêt, c'est bien sûr se pencher sur les grands enjeux du vieillissement, les grands enjeux de l'avancée en âge. Nous avons ce débat, par exemple, qui est un débat qui a émergé avec la crise du Covid, qui est la question éthique dans les établissements qui reçoivent des personnes âgées, notamment dépendantes. Et bien, ces questions seront présentes au programme du prochain défi autonomie. On parlera aussi bien entendu de la situation des collaborateurs, des métiers du grand âge. On parlera on essaiera de prendre un peu de recul sur aussi cette société de la longévité et ce qui nous attend. Rendez-vous le 8 et 9 novembre 2021 à Saint-Étienne pour le prochain défi autonomie. Nous vous espérons nombreux. Allez, on commence tout de suite cette mag vidéo avec la CARSAT Rhône-Alpes. Là, vous savez, c'est la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, un organisme de sécurité sociale avec une mission de service public, bien entendu. Outre la préparation et le paiement des retraites, la CARSAT Rhône-Alpes déploie une politique de prévention pour un habitat adapté, sécurisé, inclusif, en faveur des personnes âgées, et ce, autour de 3 cibles prioritaires. Pour en parler, on reçoit Nathalie Vosges, responsable du département projet et partenariat à la direction à l'action sociale de la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour Nathalie. Bonjour Franck. Alors, justement, ces 3 cibles prioritaires, on peut en parler? Oui, tout à fait. Donc, en effet, notre action se décline d'une part auprès des nouveaux retraités qui nouvellement des jeunes retraités. Voilà, des très jeunes retraités, tout à fait. Ensuite, des retraités dits installés dans la retraite, on va dire autour de 70-75 ans, voilà, qui ont pris leur marque dans cette nouvelle période de leur vie. Et puis plus tard, pour les retraités plus fragilisés, en raison d'un problème de santé ou d'une précarité économique. Et vous avez défini une stratégie sur 4 constats principaux
Quels sont ces constats ? Oui, alors effectivement, le premier constat, c'est que la qualité du logement et de l'environnement immédiat du retraité joue un rôle très important dans le maintien de l'autonomie des personnes. Le second constat, c'est que le souhait des personnes de demeurer le plus longtemps possible en bonne santé est toujours aussi prégnant. Un autre constat, c'est que chez les plus de 65 ans, la chute représente 80% des accidents de la vie courante et entraîne souvent des hospitalisations qui sont facteurs de fragilisation. Et puis il y a aussi le paramètre de la précarité énergétique qui peut toucher les retraités les plus défavorisés, mais pas seulement, et du coup sur lequel il faut agir. Il y a d'autres axes secondaires ou ce sont vraiment ces 4 axes fondamentaux ? C'est ce qui structure notre programme d'action. D'accord. Oui. Alors justement, dans ce contexte, quels sont les enjeux, Nathalie ? Alors premièrement, déjà les enjeux, ça va être de lever les freins individuels, parce que quand on parle d'adaptation, ça ne fait pas forcément envie aux personnes. Donc c'est plus d'amener le sujet de façon positive, sous l'angle du bien-être et du confort, pour donner envie d'adapter son habitat. Et puis aussi lever les freins économiques, parce qu'on sait que la réalisation de travaux présente toujours un reste à charge pour les personnes. Il y a un second enjeu, c'est l'anticipation aussi. C'est important de pouvoir anticiper tous ces risques. Voilà, tout à fait, parce que comme je le disais, on ne se sent pas toujours concerné, surtout quand on est jeune retraité. On se dit que c'est pour les autres, pour les plus âgés. Sûr, donc, non, moi j'ai toujours fait comme ça, pourquoi je ne pourrais pas continuer ? Et c'est vrai que ça, on a pu le mesurer au travers d'une enquête qui avait été réalisée par la CARSAT, qui a montré que seulement 9% des retraités, finalement, envisageaient de réaliser. Seulement 9%. Incroyable. Oui. Envisageaient de se projeter et d'anticiper des risques éventuels à leur domicile. En fait, il faut aussi, démocratiser, faciliter les choses, quoi, parce que on est tous pareils, on ne veut pas vieillir, quoi, on ne se sent pas vieux. Voilà, on ne se sent pas vieux et on se dit que c'est pour les autres. Voilà. Bien sûr. Donc l'adaptation aussi. Voilà, tout à fait. Important. Donc l'adaptation du logement et aussi l'accessibilité. Parce qu'on peut avoir un logement très bien adapté, mais si on ne peut pas en sortir, parce que le logement n'est pas de plein pied, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur dans l'immeuble, il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus. Alors, quelles sont les actions dans le cadre de votre politique d'action sociale ? Alors, notre logique d'intervention, elle se structure autour d'un parcours en 3 étapes. Donc la première étape, c'est sensibiliser, puisqu'on voit qu'il faut acculturer. Ensuite, la deuxième étape, c'est adapter, donc passer à l'action. Et puis, la troisième étape, ça va être amplifier notre action. Donc, je vais développer un petit peu. Donc, J'aimerais bien. Sensibiliser, alors, comment on sensibilise ? Alors, sensibiliser, donc ça se fait notamment au travers d'une action qui est menée qui s'appelle Bien chez moi, qui se structure en une conférence d'information et de 3 ateliers successifs auxquels les retraités participent et donc qui leur permettent concrètement de voir quelles sont les adaptations possibles, quelles aides techniques peut-être ils peuvent mettre en place. Et on voit que c'est très moteur puisque derrière, 33% des personnes qui participent passent à l'acte, donc mettre en place des adaptations ou acquièrent des aides techniques. Donc il manque... Ça fait peut-être un peu boule de neige parce que ceux qui viennent de nos ateliers peuvent en parler aux autres aussi, non ? C'est important d'avoir ce présentiel, quoi. Tout à fait, oui, ça peut effectivement essaimer. Et puis on a aussi un partenariat avec un opérateur qui s'appelle Solia, qui a mis en place un truck de l'autonomie qui circule sur les départements. Et aujourd'hui, on a déjà 900 personnes qui ont pu visiter ce truck qui se rend donc au plus près des territoires. Vous accompagnez les personnes donc ? Tout à fait. Donc accompagner, c'est quand on a déclenché l'aide, la volonté d'agir, on va dire. Et à ce moment-là, on va pouvoir à la fois réaliser un diagnostic complet à domicile, donc qui est pris en charge intégralement par la CARSAT, et ensuite passer le relais à un prestataire habitat qui va accompagner les travaux, aider la personne à réaliser les besoins, à réaliser les travaux et suivre le bon déroulé. Donc ça, c'est pas neutre puisqu'on y consacre 5,5 millions d'euros par an à cette opération. Donc on voit que les adaptations sont importantes et elles peuvent concerner par exemple la salle de bain, c'est ce qu'on a le plus souvent, c'est un facteur de risque, mais aussi un revêtement de sol qui peut aussi être défectueux et engendrer un risque de chute ou le changement d'un mode de chauffage pour la précarité énergétique. Et puis amplifier le développement ?
Voilà, amplifier le développement. Donc, ça va être alors, avec un partenariat notamment qu'on a mis en place plus récemment avec les bailleurs sociaux. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, dans le parc social, la moyenne d'âge des locataires, c'est 50 ans, hein, donc un public vieillissant, donc avec des adaptations qui sont nécessaires et en plus un taux de pauvreté qui est important. Ah, oui. Voilà, 35% des locataires sont sous le seuil de pauvreté, contre 23% des locataires dans le parc privé. Ah oui, et 7% des propriétaires occupants. Donc on voit la différence. Voilà. S'agissant du soutien aux résidences autonomie, vous allez aussi dans les résidences complètement. Donc effectivement, ça fait partie du parcours oui, résidentiel d'un retraité qui peut désirer aller dans une résidence autonomie pour une plus grande sécurité. Et là aussi, nous avons des leviers d'action, soit sous forme de prêts sans intérêt pour la rénovation globale des structures, soit sous la forme de subventions pour des équipements ou du changement de mobilier, par exemple. Donc on peut aussi intervenir sous cette... Nathalie, juste... Est-ce que les ascenseurs sont très importants un petit peu dans tous les habitats? Est-ce qu'il y a une action spéciale pour les ascenseurs également? Alors effectivement, oui, dans le parc social, 59% en fait, des immeubles ne sont pas équipés d'ascenseurs. Oui. Donc comme je vous disais, on a mis en place une action avec les bailleurs sociaux pour adapter les logements, mais il manquait un petit peu un maillon. Donc depuis 2 ans, on a mis en place un partenariat avec la Banque des Territoires et pour justement équiper les logements, les immeubles qui ne disposent pas d'ascenseur et de pouvoir faire en sorte qu'ils en soient équipés si techniquement c'est possible. Voilà, parce que là aussi c'est un peu compliqué sur les vieux immeubles, bien sûr. Tout à fait. Donc depuis 2 ans, on consacre 500 000 € à cette opération, donc en ciblant des opérations prioritaires avec les bailleurs sociaux justement. Alors pour tout ça, on va sur le site internet. Vous avez un tout nouveau site internet qui est superbement bien fait d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a eu cette chance. Effectivement, la CNAV vient de lancer un site internet qui s'appelle Bien chez soi et où on peut retrouver donc, des fiches techniques, plus de 200, qui ont été construites par des professionnels donc de l'ergothérapie et puis également professionnels spécialistes des solutions numériques, notamment le TASDA de Grenoble et puis le CRIAS à Lyon, qui ont donc conçu ce site qui est accessible sur ordinateur, tablette, smartphone. Alors là, je vais préciser une petite chose, c'est que, mesdames et messieurs, ce site, il est consultable hors connexion. Donc c'est assez fabuleux, c'est-à-dire que vous téléchargez, alors évidemment il faut se connecter au moins une fois, vous téléchargez le site et après on peut le consulter à volonté, c'est ça? C'est ça, et c'est très pratique pour les évaluateurs à domicile justement qui rencontrent les personnes et qui de fait n'ont pas besoin de connexion pour proposer ces conseils. Donc possible aussi aux professionnels de la santé d'aller sur ce site, c'est aussi pour eux. C'est aussi bien pour les professionnels que pour les retraités et leurs familles. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, il est très très bien fait, vous irez voir, mais on a des propositions d'accessoires, mais aussi si on est dans un lieu, on peut aller se promener, puis on a des recommandations, c'est ça? Tout à fait, voilà, c'est vraiment pour s'adapter en fait à l'environnement de la personne qui est visitée à ce moment-là. Nathalie Vosges, merci beaucoup d'être passée sur ce Mac vidéo de Senior Autonomie. Avec plaisir. Allez, comme Alain Poulet vous l'a précisé au début, on va s'occuper de la déambulation des seniors avec Parcours Senior. Pour en parler, on va rejoindre Raxmé Fan. Il doit être du côté de Saint-Étienne. Bonjour mon cher Raxmé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Parcours Senior? Bonjour Franck et merci pour la question. Alors, Parcours Senior, c'est un projet porté par 5 institutions, dont le Gérontopole et l'école des mines de Saint-Étienne. C'est un projet qui a pour objectif le développement d'outils numériques pour l'accompagnement et la sécurisation des parcours en ville des personnes âgées afin de les maintenir dans une bonne forme physique. Dans ce projet, l'école des mines de Saint-Étienne travaille avec le laboratoire Symbiose pour le développement de ceintures et de bracelets connectés que portent les personnes âgées lors des promenades, lors des sorties en ville. Les données issues de ces capteurs permettent ensuite aux algorithmes développés au nouveau l'INRAE d'évaluer l'activité et le niveau de forme physique des personnes âgées. Ensuite, les résultats de ces évaluations vont permettre
avec le LIMOS, un laboratoire d'informatique et de mathématiques à Clermont-Ferrand, vont nous permettre de modéliser en fait un jumeau numérique de la personne. Et à partir de ce jumeau numérique, nous pouvons donc proposer des parcours et suivre l'évolution de la santé de la personne âgée. Le Gérontopole a un rôle transversal et très important dans ce contexte, puisque c'est eux qui font l'étude de l'acceptabilité et de l'impact que peuvent avoir ces outils, finalement ces étapes dans nos recherches sur la personne âgée et sur l'environnement en fait. Mais bon, sur ce dernier point, je vais passer la main à Salomé qui saura beaucoup mieux que moi vous expliquer ces travaux de stage. Alors, comme l'a dit Raxmé tout à l'heure, en fait, moi je m'occupe de l'étude d'acceptabilité du projet, donc de l'application et des capteurs. Et donc je réalise une étude auprès des personnes âgées et des aidants pour savoir s'ils sont prêts à accepter le capteur et l'application. Ça veut dire qu'il y a un très gros panel de personnes qui est contacté? Alors, pour l'instant, j'ai interrogé une vingtaine de personnes âgées qui vivaient à domicile ou en résidence autonomie et des aidants professionnels et familiaux, donc environ une petite dizaine. Qu'est-ce qu'il en sort en ce moment? Tu peux nous en parler? Alors, les personnes âgées, elles sont prêtes à utiliser l'application parce qu'elle marche beaucoup pour la plupart, mais le seul frein qu'on a trouvé, c'est l'utilisation des technologies. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit les aidants qui, eux, utilisent les technologies et qui sont prêts à introduire les capteurs et l'application aux personnes âgées et aussi à pratiquer la marche avec les personnes âgées qu'ils accompagnent. Bah, c'est sûr que les aidants ont un rôle très important finalement parce que c'est eux qui vont transmettre. Oui. Alors les aidants, en fait, c'est eux qui vont vraiment utiliser l'application et la transmettre aux personnes âgées et ceux qui vont aussi prévoir les itinéraires en fonction des capacités des personnes qu'ils accompagnent. Voilà. Les itinéraires, c'est plutôt en ville, c'est plutôt à la campagne, c'est un peu les deux? Alors c'est plutôt en ville, même si les personnes qu'on a interrogées marchent et en ville et à la campagne. Bien sûr, dans le studio Zappy, on retrouve Pierre-Marie Chapeau. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Franck. Ah, quel plaisir. On va parler des défis d'or encore. C'est notre rendez-vous mensuel. Mais bien sûr. Des nouveautés ce mois-ci, Pierre-Marie? Déjà un petit point d'actualité. Hein. Donc on reçoit un certain nombre de dossiers. Et pareil qu'il y a beaucoup de succès. Hein. C'est un très grand succès en ce moment. Ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Et surtout, je pense qu'on va vraiment avoir un super cru cette année. Ouais. On a des candidats de toute la France, dans toutes les catégories. Donc franchement... je pense que ça va être super. C'est ce que voulait Senior Autonomie, que ça soit au niveau national. Et tu l'as voulu aussi, toi, Pierre-Marie, que les candidats soient nationaux. Et c'est le cas cette année. Exactement. Maintenant, on a plusieurs années. On commence à être reconnu, je dirais, nationalement. Peut-être qu'un jour, on sera international. Mais en tout cas, effectivement, on a des dossiers de plus en plus sérieux. Et on voit surtout toutes les innovations qui se font dans ce domaine de la Silver Economy et de l'innovation pour les seniors. Et puis, il va se passer des choses. On va aller tourner quelques vidéos. Il va y avoir cette boîte à questions. Ça y est, elle est en place, pas encore en place. Où on en est On est en train de caler encore. La dernière fois, je vous avais montré un petit teaser de... Ouais. Quoi ça pourrait ressembler. Très rigolo d'ailleurs, on va se marrer. Ouais, je pense qu'on va bien se marrer. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Les candidats ont jusqu'au... Alors, on va repousser un tout petit peu, parce que là, on voit bien que dans toute la France, l'activité repart, etc. Donc on veut leur laisser un tout petit peu plus le temps. On va se laisser à peu près jusqu'au 15 juillet pour répondre donc, au concours. Ensuite, on aura un prix jury. On va présélectionner à peu près une quinzaine de candidats donc, qui vont pouvoir continuer l'aventure et d'ici fin août, début septembre, on devrait pouvoir enregistrer les fameuses boîtes à questions. Et ça, je vous garantis que les questions sont en train de se préparer. C'est plutôt pas mal, et avec la plume qu'on connaît de Pierre-Marie, bien sûr. Pierre-Marie, on va revenir un petit peu sur les anciens, les derniers défis d'or. On peut en parler. Est-ce qu'on peut suivre un petit peu ces anciens lauréats? Les défis d'or, c'est un peu une grande famille. Hein. Surtout, comme on le disait, ça fait maintenant plusieurs années. L'idée de ce concours, c'est de ne pas s'arrêter à un moment donné sur une année. Et donc là, on suit régulièrement nos lauréats pour savoir un petit peu comment ils vont, quelles sont leurs nouvelles trouvailles, leurs innovations. Et on a l'occasion justement de revenir un petit peu sur les lauréats. On peut retourner voir quelques lauréats, Pierre-Marie? Eh bien, je vous propose de retrouver tout de suite Exosteam.
Exosteam est développé par la société Global Steam, 100% française. Exosteam est une solution complète de prise en charge cognitive qui a été développée par un ergothérapeute. La plus-value d'Exosteam est de pouvoir réaliser une évaluation ludique de 31 fonctions cognitives. Contrairement à d'autres applications, à d'autres jeux qui vont s'adapter à un niveau d'utilisateur, Exosteam va s'adapter au profil cognitif précis du bénéficiaire et ainsi lui proposer un entraînement cognitif adapté et personnalisé. Avec le soutien de la CNAV et de l'assurance retraite, chacun pourra télécharger l'application et ainsi réaliser une évaluation cognitive annuelle gratuite « Je teste ma mémoire ». Suite à cette évaluation, l'utilisateur pourra démarrer un entraînement cognitif de renforcement adapté ou pourra se rapprocher de son professionnel de santé pour compléter le profil cognitif obtenu. Je trouvais que la mémoire immédiate, de trouver le mot, ça m'échappait souvent. En principe, tous les jours, un peu tous les jours. 20 minutes, une demi-heure. Assez ludique, on est obligé de se concentrer. Je trouve qu'il y a des effets bénéfiques. Ma démarche, ça a été par rapport à ça, de ne pas perdre le contact avec une certaine réalité. Voilà, des lauréats qu'on suit, bien sûr. Et puis, Pierre-Marie nous sort toujours quelque chose de nouveau. Il va y avoir encore quelques nouveautés en dehors des défis d'or, Pierre-Marie. Oui, on est très attaché à la lutte contre l'agisme, qui est la discrimination vers les âges, en fait, la discrimination liée à l'âge. Troisième type de discrimination en France. Et en fait, on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'organiser un prix littéraire. Et un prix littéraire, justement, qui redonne une image positive par rapport aux seniors. Et donc ce prix, je peux déjà annoncer le titre. C'est pas mal, c'est un scoop, mesdames, messieurs, c'est un scoop. Il faut bien dans le cadre du MAG. Donc les seniors au-delà des lignes. Et on est en train de présélectionner des auteurs qui viendront au défi autonomie. Et ça, par contre, évidemment, je vous parlerai du détail lors du prochain MAG. Voilà, donc rendez-vous avec Pierre-Marie Chapon, V1 Conseil, pour encore d'autres informations et vous tenir au courant sur les défis d'or. Merci Pierre-Marie. À très bientôt, Franck. À bientôt. Franck et Pierre-Marie, merci. Il me revient, comme pour les 3 premiers numéros, de dire quelques mots de conclusion de ce 4e WebMag. Vous venez de l'apprendre, la grande nouveauté pour le 15e défi autonomie, c'est le prix littéraire. On vous donnera évidemment au fur et à mesure des nouvelles de l'avancée de ce prix littéraire. Pour ça, on vous encourage à continuer à visiter notre site Senior Autonomie, à vous abonner sur la page Facebook Défi Autonomie pour que vous sachiez tout sur le 15e Défi Autonomie qui se passera les 8 et 9 novembre 2021 dans des conditions qu'on espère évidemment que je vais qualifier de normales. Voilà. Cela dit, les conditions normales, c'est évidemment du présentiel, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir venir sur Saint-Étienne, on a maintenu, par rapport au défi 2020, on a maintenu le défi en digital. Donc vous pourrez évidemment tout suivre depuis chez vous via Internet. Pour celles et ceux qui voudraient s'inscrire, tenez-vous au courant, consultez régulièrement notre site, parce que les places physiques sont quand même limitées et donc on prendra par ordre d'inscription, par ordre d'arrivée. Enfin, pour conclure, j'espère que toutes les rubriques vous seront utiles et plus particulièrement évidemment la rubrique recettes qui fait, je l'espère, recette. Ça sera à vous de nous le dire dès l'instant où vous rentrerez en communication avec nous à travers notre site. Je vous remercie et je vous dis au mois prochain.